Dans la capitale, les Parisiens dressent les barricades. Une insurrection qui, comme une traînée de poudre, avait déjà gagné l'Europe entière. L'économie est au plus bas, les tensions sociales au plus haut. Les Français sont exaspérés. Le roi Louis-Philippe et Guizot, son Premier ministre, ont perdu tout crédit. Les réunions politiques étant interdites, l'opposition a lancé une campagne de banquets où les toasts tiennent lieu de discours politiques. Un dernier banquet est prévu à Paris le 22 février. Il est interdit. En vain. L'agitation envahit déjà la capitale au cri de « Vive la réforme !» à bas Guizot. Le 23 février, Guizot démissionne. Mais le soir, une fusillade éclate boulevard des Capucines. 20 morts. Aussitôt, Paris se couvre de barricades. La garde nationale change de camp et fraternise avec les insurgés. C'est la révolution. Le 24 février, l'hôtel de ville est envahi. Puis les Tuileries, assiégées. Louis-Philippe, démoralisé, abdique et s'enfuit. Un gouvernement provisoire se met en place. En font partie le poète Lamartine, l'ouvrier Albert, le savant Arago, le socialiste Louis Blanc, l'avocat Ledru-Rollin. Sans attendre, on proclame la République. Après 1792, c'est la deuxième fois que les Français osent la République. Bientôt, dans l'enthousiasme, les Français plantent des arbres de la liberté et les prêtres viennent les bénir. Les journaux se multiplient, les clubs fleurissent, on se réunit, on discute, on vit la Révolution dans l'unanimité. Le 25 février, 100 000 personnes occupent la place de l'Hôtel de Ville, quand des insurgés veulent imposer le drapeau rouge à la Nouvelle République. Alors, Lamartine s'avance. Il défend l'unité de la nation et fait acclamer le drapeau tricolore. Le 26 février, le gouvernement provisoire s'attaque à la question sociale. Pour lutter contre le fléau du chômage, il ouvre des chantiers de travaux publics appelés ateliers nationaux. Le 2 mars, sont proclamées des libertés fondamentales. On abolit l'esclavage, on abolit la peine de mort pour raisons politiques. On adopte définitivement le suffrage universel masculin. Le nombre des électeurs passe ainsi de 300 000 à 9 millions. Et le 23 avril, jour de Pâques, solennellement et massivement, les Français se rendent aux urnes pour désigner les 900 représentants de l'Assemblée constituante. Au même moment, l'Europe entière s'enflamme au nom de la liberté des peuples et de l'identité des nations. La révolution s'étend comme une traînée de poudre. Les souverains autocrates s'enfuient ou acceptent la création de parlements nationaux. Mais le 15 mai, les libéraux sont écrasés à Naples. La réaction s'abat sur les peuples, et peu à peu, les rois retrouvent leur trône. Les élections du 23 avril ont donné la victoire aux conservateurs. Le nouveau gouvernement ne compte plus de socialistes et envisage de supprimer les ateliers nationaux. Profondément déçus, les ouvriers parisiens manifestent leur mécontentement. Le 15 mai, ils envahissent l'Assemblée nationale. La police intervient et arrête les chefs du mouvement. Barbès, Blanqui, Albert. La colère monte dans les quartiers populaires. Le 21 juin, le gouvernement dissout les ateliers nationaux. Ordre est donné à leurs ouvriers de partir en province ou de s'engager dans l'armée. Le 22 juin, les ouvriers réduits brutalement au chômage se révoltent. Le 23 juin,
ils se rassemblent à la Bastille. Des barricades se dressent spontanément dans tout l'est de Paris. Pendant 3 jours, la bataille fait rage. Fini la fraternité de février. C'est la guerre civile. Classe contre classe, bourgeois contre ouvriers, tenants de l'ordre et de la propriété contre partisans de la justice sociale. L'Assemblée aux abois a fait appel au général Cavaignac. L'armée prend d'assaut les barricades. La répression est sans pitié. Exécutions sommaires, arrestations, déportations. Le 28 juillet, la liberté de réunion est limitée. Le 11 août, c'est le tour de la liberté de la presse. Les députés font volte-face. La réaction triomphe. Le 30 août, l'Assemblée commence à discuter la nouvelle Constitution qui sera proclamée le 12 novembre. Elle s'appuie sur la tradition française des droits de l'homme et, suivant le modèle américain, sépare nettement les deux pouvoirs. Le pouvoir exécutif surtout est renforcé. Il est confié au seul président de la République, élu au suffrage universel. Les élections présidentielles du 10 décembre donnent une victoire écrasante et inattendue, avec plus de 5 millions de voix, à Louis-Napoléon Bonaparte. Lamartine, Ledru-Rollin, Raspail, les héros du printemps sont laminés. Porté par la légende napoléonienne, Louis-Napoléon Bonaparte devient le prince-président. La France conservatrice se donne ainsi un chef. Sous le second